Bien. Nous avons reçu vos travaux. Je voudrais remercier très vivement Robert Audion d'être avec nous aujourd'hui parce qu'il a fait beaucoup de travaux autour des questions touchant l'argent et le corps et autres, sur l'éthique aujourd'hui et compagnie. Et je pense qu'un bon nombre d'entre vous le connaissent, et donc il était absolument indispensable qu'il soit présent sur le colloque, étant donné les travaux qu'il a investis dans ce domaine. Donc je le remercie à nouveau et je lui cède tout de suite la parole sur le thème la marchandisation du corps humain, confus et dangereux. Voilà, bon, j'ai choisi évidemment délibérément un titre un peu provocateur, quoique finalement il se peut que vous soyez tous d'accord avec moi, ce serait une bonne surprise. Donc je vais plutôt défendre certaines procédures de marchandisation du corps humain. Je veux dire que, n'étant pas enseignant, mon éloquence est vraiment très réduite, alors je préfère lire un texte que je pourrais vous envoyer d'ailleurs si vous êtes intéressé. Et puis ensuite, évidemment, pendant la séance de questions, eh bien, je répondrai directement. Donc, bon, évidemment, il serait absurde de nier l'importance dans nos sociétés de l'idée que les produits et les éléments du corps humain ne sont pas des marchandises, des choses qu'on peut vendre ou acheter. En fait, c'est cette idée que le principe de non-commercialisation du corps humain est censé exprimer. Une bonne partie des lois de bioéthique reposent sur ce principe. D'après elle, les éléments et produits du corps humain, c'est-à-dire les reins, le lobe de foie, le sang, le sperme, les ovocytes, la moelle osseuse, peuvent être donnés à certaines conditions, mais ils ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction à caractère commercial. Il faut, je crois, enfin dès le début, insister sur le fait que ce principe ne dit pas que nous ne pouvons jamais donner ou mettre à disposition d'autrui des produits, des parties, même des fonctions de notre corps, comme la fonction reproductrice pour les gestatrices pour autrui, ou la fonction sexuelle pour les prostituées. Et seulement qu'on ne peut pas les vendre ou les acheter. C'est pourquoi il vaut mieux parler de non-commercialisation ou de non-patrimonialité que d'indisponibilité du corps humain, car le fait qu'on puisse donner des éléments et des produits du corps humain, de mettre à la disposition d'autrui certaines de ses fonctions, signifie que le corps humain n'est pas indisponible. Toute la question est de savoir pourquoi. Pourquoi cette idée et ce principe de non-commercialisation du corps humain occupent une telle place dans nos jugements moraux et légaux? Est-ce que c'est pour des raisons éthiques profondes, éternelles, universelles, comme le respect dû à la personne humaine, au corps qui la représente? Ou bien, est-ce que ce n'est pas plutôt à cause de certains préjugés qui sont liés à notre culture, à certaines conventions propres à nos sociétés, qui n'ont rien d'universel ou d'éternel? La question de savoir si le fondement est éthique ou simplement social de ces principes qui nous tiennent à cœur. Alors, à mon avis, la deuxième réponse est la bonne. Ce principe n'a pas de base morale controversée, mais ce sont des conventions sociales auxquelles nous tenons pour des raisons qui relèvent de la sociologie ou de la psychologie. Peut-être aussi de la biologie évolutionniste, mais c'est une autre affaire. En fait, dans toutes les sociétés, il y a des choses qu'on peut vendre et acheter et d'autres pas. Mais le tracé de la ligne de partage entre les deux n'est pas fixe. Il peut se déplacer selon l'état de la sensibilité sociale. Ainsi, il ne viendrait à l'esprit de personne aujourd'hui, enfin je crois, de penser que Placido Domingo devait être puni parce qu'il fait du racolage actif en annonçant ses spectacles et qu'il demande de l'argent en contrepartie de ses performances vocales. Pourtant, au XVIIe siècle, les chanteurs d'opéra qui voulaient se faire payer étaient traités comme des prostituées. Chanteur d'opéra n'est évidemment pas la seule activité dont le statut est changé à cet égard. Ainsi, le droit canonique médiéval interdisait aux professeurs de recevoir des honoraires et de vendre leur production écrite, sous le prétexte que le savoir était un don de Dieu qui ne pouvait être échangé contre de l'argent. Alors évidemment, inutile de dire que les enseignants et chercheurs d'aujourd'hui n'aimeraient pas qu'on en revienne à ces principes. Pour se faire une idée de ce que ces changements peuvent signifier socialement, il suffit de penser au statut des sportifs et des prostituées. Dans le domaine du sport comme dans le domaine du sexe, le statut des amateurs rétribués, non rétribués, a longtemps été jugé moralement supérieur à celui des professionnels. Pensez à l'athlétisme, par exemple. La professionnalisation est venue assez tardivement.
Et puis évidemment, rien n'exclut qu'elle pourrait aussi changer pour les travailleurs sexuels par le biais, par exemple, de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées, dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est une forme de rémunération qui aurait quand même une base morale. Et pour en rester à nos préoccupations, pourquoi serait-il interdit de penser que, progrès de la médecine aidant, ce qui s'est produit pour les talents de chanteurs, de professeurs, de sportifs et peut-être de prostituées pourrait également arriver aux parties et produits du corps? On les verrait alors non plus comme des choses quasiment sacrées, constitutives de notre identité, et comme des objets aussi remplaçables qu'une table de cuisine ou une machine à laver. Ce point de vue déflationniste qui désacralise le corps humain, ses produits, ses parties, ses fonctions, n'est pas facile à défendre dans le débat public présent, car il semble exclu par la dénonciation massive du phénomène dit de la marchandisation du corps humain. Il est pourtant, à mon avis, le plus cohérent, le plus prometteur du point de vue des enjeux politiques et moraux de la bioéthique. C'est du moins ce que je vais essayer de montrer dans une première partie. J'ai vu des amis qui faisaient des conférences qui étaient tellement intimidés par l'audience qu'ils n'arrivaient pas à verser l'eau qui tombait tout. Bon, apparemment, c'est pas l'autre taille est plus intéressante pour les vidéos étroites. Ah, d'accord, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre. Vous allez attendre que je réchauffe? Non, mais oui, justement, parce que... Alors, tous ceux qui s'intéressent au débat public savent qu'il existe des notions contagieuses qui vont éclairer le débat, contribuer à le rendre impossible. C'est le cas, à mon avis, de la notion de marchandisation. Dans un livre d'Hervé Kempf, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, un chapitre a pour titre « Tout s'achète et tout se vend ». De quoi est-il question dans ce chapitre? Non pas de tout en réalité, mais de certaines choses seulement qui concernent tout le corps humain. Plus particulièrement la sexualité, la procréation et la santé, les services sexuels, l'adoption, les porteuses et grève d'organes. Kempf utilise un vocabulaire de combat pour exprimer son indignation devant ce qui serait en train de se passer. Depuis les années 1980, un vaste marché mondial du sexe, des bébés, des organes se serait développé sans autre loi que celle du profit maximal et sans aucun égard pour les plus misérables. C'est une situation que, selon lui, même le plus lubrique, le plus cynique des bourgeois du XIXe siècle n'aurait osé imaginer. Kempf parle de location de vente, de commerce de la chair, de trafic d'organes. Pour lui, c'est le comble de l'abomination, le maximum de l'aliénation, le moment où l'humain lui-même devient massivement marchandise. L'indignation devant certaines formes d'esclavage moderne est évidemment légitime, mais il me semble qu'il vaut mieux essayer d'utiliser un vocabulaire plus sobre, moins martial, si on veut réfléchir sérieusement sur ces questions de commerce du corps qui sont en réalité très compliquées. Pourquoi dire d'une femme qui se fait payer pour porter un enfant qu'elle loue son ventre? On ne dit pas d'un kinésithérapeute qui vous masse pour de l'argent, qui loue ses mains. L'idée qu'avec les mères porteuses on consacrerait nécessairement la vente d'enfants est aussi une exagération rhétorique. Personne ne considère que les parents qui payent 20 000 € à une équipe médicale pour une fécondation in vitro ont acheté un bébé. Je ne vois pas pourquoi on devrait penser autrement pour une mère porteuse rémunérée. Il ne faut pas oublier qu'en laissant l'enfant à la naissance aux parents d'attention, la mère porteuse ne leur transfère pas des droits d'utiliser l'enfant comme un objet, je sais pas, de découper en rondelles, de le manger, de le mettre dans une cage, etc. Mais de le traiter avec égard et surtout ce qu'on hérite en prenant en charge cet enfant, ce sont des devoirs d'éducation et de protection et pas un traitement comme esclave. Autre chose, l'existence bien documentée de trafic d'organes n'a jamais conduit à la conclusion qu'il fallait interdire le don d'organes. Pourquoi l'exploitation de mères porteuses, si elle était une réalité, ce qui est loin d'être avéré partout, devrait-elle conduire à la conclusion qu'il faut interdire la gestation pour autrui, même sous ses formes les plus généreuses? Je ne dis pas que ces transactions ne posent pas de problèmes juridiques, psychologiques, politiques ou moraux. Mais je pense que nous les cernerons mieux si nous essayons, pour un moment au moins, de faire un peu plus attention à ce que nous disons, aux concepts que nous utilisons. Et qu'est-ce que de marchandisation, justement? Dans le débat public, on parle souvent de marchandisation, d'aliénation ou de rééducation, comme si c'était des notions équivalentes. Cependant, même si ces concepts ont certaines relations entre eux, ils restent indépendants conceptuellement.
L'aliénation, c'est la production de forces qui se retournent contre leur producteur, ou le fait d'être étranger à soi-même, ou alors dans l'ignorance de ses propres intérêts ou besoins. La réification, c'est la transformation de la personne qui est supposée être une fin en soi, en objet, instrument ou moyen au service des fins d'autrui. Or, il y a des formes d'aliénation qui n'ont rien à voir avec le règne de l'argent et du marché, ni même avec la réification. Pensez à l'aliénation religieuse comme Marx la comprenait. La religion peut nous aliéner sans nous transformer en objet ou en produit commercial. Enfin, je dirais plutôt maintenant sans nous transformer en objet en produit commercial. Et puis, il y a des formes de réification ou d'objectification qui ne sont pas du tout liées à l'aliénation ou à la marchandisation. Pensez à ce que Kant dit du désir sexuel. Il nous ferait voir autrui comme une chose juste bonne à consommer. Et il emploie ces mots un citron qu'on presse et qu'on jette ensuite. Bon, c'est une image qui n'est heureusement pas toujours appropriée, mais que Kant utilise quand même pour bien nous faire comprendre l'ampleur du problème, ou encore on n'aurait pas compris tout de suite. Donc, cette instrumentalisation de l'autre dans les rapports sexuels peut se produire en dehors de tout rapport d'argent. C'est même des rapports, disons, gratuits entre personnes qui peuvent aboutir à l'objectification de D'ailleurs, quand on fait un contrat légal de mariage qui n'exclut pas des arrangements d'argent, ce serait une façon d'éviter l'objectification ou la transformation des personnes en purs objets sexuels. Bon, même lorsqu'il est suffisamment distingué de l'aliénation et de la réification, la marchandisation reste une expression ambiguë. Parler de marchandisation peut servir à dénoncer notre société en général pour son matérialisme ou ses inégalités injustes. C'est un terme polémique assez vague qu'on peut employer sans avoir à l'esprit d'idées très précises. Une marchandisation peut avoir un contenu plus précis et plus concret aussi. Il peut signifier que certains biens ou services ne devraient pas être vendus ou achetés, même si les partenaires de l'échange y consentent. Ça, c'est très important. Même si vous avez d'accord pour faire un contrat sur telle ou telle transaction, tel service, vous ne pouvez pas le faire. Dans nos sociétés, le cas le plus typique reste celui des services sexuels. Mais avec le progrès de la médecine, les tissus, les organes, les fonctions et les produits du corps humain appartiennent désormais à la même catégorie. Et pourquoi ces biens ne pourraient-ils pas être achetés ou vendus si telle est la volonté des partenaires de l'échange, s'il y a un consentement libre et éclairé, quoi que ces expressions signifient exactement. Et alors, à cette question-là, il y a deux réponses. Une qui est socio-historique, comme je l'appellerais, et une qui est éthique. Je vais commencer par la réponse socio-historique. Les réponses socio-historiques insistent sur le caractère variable d'une société à l'autre, j'ai donné des exemples tout au début, et d'une époque à l'autre, j'ai aussi donné des exemples, du domaine des biens qu'il est illicite de vendre ou d'acheter. D'après elle, les éléments et produits du corps humain ne peuvent pas être achetés ou vendus, même si telle est la volonté des partenaires de l'échange, parce qu'il existe aujourd'hui dans la plupart des sociétés des conventions sociales qui l'interdisent et dont la transgression provoque la colère et l'indignation. C'est surtout une convention sociale, et au cas où serait brisée, donc réaction émotionnelle de colère, d'indignation, etc. Mais ces conventions sociales pourraient changer. Ce genre de raisonnement relativiste est développé entre autres par le philosophe américain Michael Walzer, célèbre critique du libéralisme politique. À partir de son analyse, on peut contester pour commencer le diagnostic d'Herdecken, qui considère, avec tant d'autres penseurs aujourd'hui, que ce qui caractérise nos sociétés, c'est l'extension illimitée du domaine de l'échange marchand. Pour Michael Walzer, ce qui est frappant, au contraire, dans nos sociétés, c'est la tendance à limiter le domaine de ce qui peut se vendre et s'acheter, ou pour utiliser son vocabulaire, à élargir la sphère des échanges bloqués. C'est des choses dont nous parlons. Il y aurait d'après lui une longue liste d'échanges de ce genre dans les sociétés démocratiques modernes. Ainsi, la vente d'esclaves ou soi-même comme esclave est exclue. Les citoyens ne peuvent pas vendre leur vote et les fonctionnaires leurs décisions. On ne peut pas acheter des diplômes de docteur ou d'ingénieur, le permis de conduire, la carte d'identité, et ainsi de suite. Il ne s'agit évidemment que de normes d'obligation et d'interdiction, dont certaines seulement sont inscrites dans la loi et qui ne sont évidemment pas suivies par tout le monde et tout le temps. Leur existence et leur force s'expriment surtout dans le sentiment que des sanctions morales, sociales ou légales sont appropriées en cas d'infraction. Les politiciens, les juges et les maires corrompus ne manquent évidemment pas dans les sociétés démocratiques. L'achat de diplômes de médecin ou d'ingénieur est probablement moins fréquent que l'achat de permis de conduire ou de carte d'identité, mais il existe aussi. Ce qui compte du point de vue normatif, c'est le scandale que ces actes sont censés provoquer quand on les découvre.
Mais pourquoi ces échanges sont-ils donc bloqués et pas d'autres? Avons-nous une explication? Selon Volzer, les meilleurs principes de justice sont ceux qui tiennent compte de la spécificité des biens qui font l'objet d'une redistribution. En matière de santé, par exemple, ce n'est pas le mérite qui doit régler la redistribution, mais les besoins de chacun. Qu'est-ce que ça signifierait qu'on réglerait simplement, qu'on satisferait aux demandes de santé des personnes, ceux qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bu, ceux qui font attention à eux-mêmes, etc. C'est ça qui déterminerait leur droit à recevoir des soins. Pour Volzer, non, ce sont les besoins de la personne. C'est même si vous arrivez bourré à l'hôpital après avoir écrasé, je ne sais pas combien de gens, et que vous êtes dans un état lamentable, on ne va pas faire une enquête morale pour savoir si vous êtes bon ou mauvais, on va d'abord vous soigner aux urgences. En matière de santé, donc, ce n'est pas le mérite moral qui doit régler la redistribution, mais le besoin de chacun. Dans d'autres domaines, comme l'école ou l'université, il serait injuste de ne pas tenir compte du mérite, c'est-à-dire de classer les gens non pas d'après le contenu des copies, mais à la tête du client. Là, le mérite semble avoir une certaine importance. Selon cette conception dite pluraliste de la justice, parce que la justice n'est pas la même dans chacune de ces sphères, dans le sens où le bien qui est en jeu dans la redistribution n'est pas le même, certaines injustices ont pour origine le fait qu'un principe valable dans une certaine sphère de justice est appliqué de façon indue dans une autre. Ainsi, la possibilité d'acheter des charges politiques fait intervenir justement, c'est quelque chose qui existait au XVIIe et XVIIIe siècle, fait intervenir injustement les capacités financières dans une sphère où seul l'intérêt général devrait servir de critère. Autre confusion des domaines et des sphères, penser les relations entre membres d'une même famille sur le mode d'un contrat. Vous voyez, on dit qu'on n'a pas écrit ça, etc. Enfin, un peu comme les règles de rapport sexuel sur les campus, il faut demander l'autorisation pour chaque État. Introduire des critères de genre et de couleur là où le seul des talents et le mérite devrait compter comme à l'université dans la vie publique. Et faire intervenir des critères de rentabilité économique et droit en matière de santé. Voilà pour Volzer, toutes sortes d'interférences indues au ministère de Justice. Pourquoi sont-elles injustes? Comment connaissons-nous cette fameuse spécificité des biens qui fixe leur usage légitime? Michael Volzer affirme qu'elles sont définies par les normes et les conventions reconnues par la plupart des membres d'une société. Elles reposent sur ce qu'il appelle des significations partagées. Alors, la question qui se pose évidemment, c'est de savoir est-ce que ces significations sont vraiment partagées. Si c'était le cas, tout le monde devrait être contre, disons la majorité des gens, contre la discrimination positive en faveur des femmes ou des minorités défavorisées. En effet, une telle politique revient à faire intervenir des critères de genre ou d'origine ethnique, là où seuls les talents et le mérite devraient compter. Et on sait tous très bien qu'il existe des accords profonds contre la discrimination positive. Donc il est faux de dire que c'est une signification partagée. On sait aussi que les normes bloquant certains échanges ne sont pas immuables. Michael Volzer le fait lui-même remarquer à propos des ventes d'organes. Il observe qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, la vente d'organes est exclue en vertu de normes qui consacrent la non-commercialisation des éléments du corps humain. Mais ajoute-t-il, il se pourrait qu'à l'avenir, nous finissions par voir nos organes comme des choses assez étrangères, suffisamment étrangères à nous-mêmes, en ce sens qu'elles ne déterminent pas notre identité. Si c'est le cas quand on a une prothèse, par exemple, et là, ça ne poserait pas plus de problèmes que l'usage d'organes artificiels. L'existence de marché d'organes deviendrait alors aussi peu révoltante que celle de marché de légumes ou de meubles vendus en pièces détachées. Je ne dis pas qu'on irait aller chercher des organes comme chez Ikea, enfin le principe c'est bon. Donc là, je vous ai donné, j'ai présenté ce que j'appelle, mais vraiment, bon, j'essaie de faire aussi rapidement que possible, des réponses socio-historiques à la question de la justification du principe de non-commercialisation du corps humain, qui est l'objet essentiel de ce que je voudrais vous dire. Alors, ces réponses sont relativistes et elles sont aussi déflationnistes en ce sens qu'elles désacralisent le corps humain, ses parties, ses produits, ses fonctions. Il existe d'autres justifications qui vont dans la direction opposée, celle de la sacralisation du corps humain, et font appel à des valeurs intangibles, inviolables, éternelles, universelles. C'est ce que j'appelle des réponses éthiques. Si par exemple vous affirmez que ce commerce doit être interdit, non parce qu'il heurte des conventions sociales, mais parce qu'il porte atteinte à la dignité de la personne humaine, vous proposez une réponse éthique.
Elle est incontestablement populaire aujourd'hui et prend une place grandissante dans le droit positif. Une place grandissante bien qu'ambiguë, parce que la notion de dignité humaine n'a pas été précisée, spécifiée, mais elle intervient à différents égards. Je vais donner quelques exemples. Est-ce que cette réponse éthique est bien fondée pour autant? La notion de dignité humaine est ancienne, ce qui n'empêche pas d'être assez vague. Dans le débat public d'aujourd'hui, elle est marquée par la pensée de Kant et son fameux impératif « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » Respecter la dignité des personnes consisterait, selon ce principe, à ne jamais les considérer comme des choses qu'on peut instrumentaliser, traiter comme de simples moyens pour ses propres fins. Mais il faut aller un peu plus loin pour comprendre comment cette idée de dignité permet d'exclure le commerce volontaire des parties, des produits et des fonctions du corps. Selon Kant, être une personne, ce n'est pas une qualité qu'on possède du simple fait qu'on est un être humain au sens biologique du terme, parce que la nature nous a donné la capacité de raisonner. Ce n'est pas cela qui fait une personne. On peut envisager des ordinateurs qui raisonnent et qui ne sont pas des personnes. Quant à la définition de l'être humain au sens biologique, bon, elle est insuffisante pour donner une valeur, c'est juste un fait qu'on peut constater. Donc, être une personne est une valeur qu'on a en tant qu'on est un être capable de juger, d'agir pour des raisons morales. Cette valeur est objective ou intrinsèque, en ce sens qu'elle ne dépend pas qu'elle dépend des intérêts de personne, à la différence d'autres valeurs plus subjectives, comme celles qu'ont pour certains d'entre nous, enfin je sais pas si c'est votre cas, c'est pas le mien, les timbres de poste de collection. Leur valeur peut varier dans le cours de l'existence, on peut être extrêmement attaché aux timbres quand on est adolescent, et ou l'inverse, qui semble plus fréquent. Ce n'est pas une qualité qu'on nous a donnée, cette qualité de personne qu'on peut nous retirer, qui peut augmenter ou diminuer. Elle nous appartient pour toujours en tant que nous sommes des personnes. Elle est partagée par tous, même le pire criminel. Bon, ça évidemment, je ne vais pas faire un argument ad hitlerum classique, mais dire que même les nazis devaient être considérés comme des personnes, en ce sens qu'ils devaient être jugés et répondre de leurs actes, ce qu'on n'aurait pas demandé à un porc ou à un ordinateur, même s'ils étaient proches de lui. Le corps humain étant le support de la personne, ils héritent de ses propriétés morales. Le corps a une valeur, mais pas de prix. Donner un prix au corps, à ses parties, à ses produits, à ses fonctions, comme c'est nécessaire pour les vendre et les acheter, c'est déjà porter atteinte à la dignité de la personne. Finalement, pour un kantien, ce qui ne va pas dans la commercialisation du corps humain, ce n'est pas qu'elle contredit certaines conventions sociales qui n'ont rien d'éternel et d'universel, mais qu'elle porte atteinte à ce principe moral éternel et universel, la dignité de la personne humaine. Mais l'appel à l'idée de dignité de la personne humaine nous permet-il de faire un tri suffisamment précis entre ce qui peut être légitimement acheté ou vendu et ce qui ne peut l'être en aucun cas? Bien là aussi, à mon avis, c'est douteux. Est-il contraire à la dignité de la personne humaine de demander une rémunération en échange de la mise à la disposition du fruit, de son image, de ses découvertes scientifiques ou de ses œuvres littéraires? Ce n'est pas ce que nous avons tendance à penser. Mais on a quand même tendance à penser que la dignité humaine, qu'il serait contraire à la dignité humaine de vendre son sang, son sperme, ses ovocytes, de demander une compensation pour un rein, pour porter l'enfant d'un autre. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse à cette question qui fasse l'unanimité. On estime généralement que vendre ou acheter les services physiques d'un garde du corps, c'est-à-dire mettre sa vie en danger, ou par exemple lorsqu'un footballeur fait un contrat avec une équipe de football, il s'engage à ne pas faire de sport violent, à être présent à l'entraînement, à veiller à sa santé, donc il y a un rôle de footballeur professionnel qui implique certaines attentes de rôle qu'il doit remplir et qui sont au fond pas tellement différentes de celles auxquelles s'engage une gestatrice pour autrui à qui on recommande de ne pas fumer, etc. Donc, c'est des brises de possession du corps, c'est celle dans la gestation pour autrui, qui n'est pas un cas complètement spécifique. Alors la question qui se pose est de savoir pourquoi les services physiques d'un garde du corps, d'un militaire, d'un gendarme, d'un sportif ne portent pas atteinte à sa dignité, et pourquoi en va-t-il autrement pour les services sexuels de la gestation pour autrui? Qu'est-ce qui justifie ces exceptions? Là encore, nous n'avons pas de réponse à la question qui fasse unanimité. En fait, le problème philosophique est ailleurs. Kant ne
jamais bien expliqué à partir de quel moment exactement quelqu'un devenait un simple moyen. On utilise des pompiers, et ça ne veut pas dire qu'on les voit comme des choses de simples moyens qu'on ne reconnaît pas leur humanité. Alors comment on fait pour ne pas les traiter comme des choses? Mais il suffit peut-être de les payer équitablement, de les remercier sincèrement pour le travail qu'ils ont accompli, pour qu'ils ne soient plus de simples moyens. Il en faut peut-être un peu plus, il en faut un peu moins, comment savoir? De la même manière, on peut faire appel à une gestatrice sans la voir comme une chose, un simple moyen, c'est-à-dire sans nier son humanité. Il suffit peut-être de lui rendre visite de temps en temps, de lui envoyer des fleurs pour son anniversaire, pour ne pas la traiter comme un simple moyen. C'est-à-dire ce que font en général les parents d'intention. Il en faut un peu plus ou un peu moins, comment savoir? Pour placer des limites au principe durement acquis de libre disposition de son propre corps, au droit de passer un accord mutuel sur son usage, l'argument de la dignité humaine est de plus en plus massivement exploité. Mais il est confus politiquement parce qu'il sert à justifier tout et ce contraire. C'est en son nom que certains responsables politiques refusent de décriminaliser l'euthanasie, le suicide assisté, même lorsqu'ils sont clairement demandés par des malades incurables, les grossesses pour autrui, même sans compensation financière, le travail sexuel, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est exercé, les jeux sadomasochistes, même lorsqu'ils sont faits d'un but consentant, l'usage personnel de certaines drogues, même lorsqu'elles sont dites. J'ai donné tous ces exemples parce que ce sont des positions que je défends au nom d'une éthique que j'appelle le minimal et dont le seul principe est de ne pas nuire que de délibérément autrui. Ce que vous faites de vous-même étant moralement indifférent. Vous n'avez pas de devoir moraux envers vous-même, les vertus personnelles sont plutôt sociales que morales. Donc voilà en gros, disons, la perspective dans laquelle je me place pour cette critique et pour la défense, que moi je ne ferai pas devant vous, de ces abominations morales. Mais l'appel à la dignité humaine sert aussi à justifier exactement le contraire. C'est la dignité de la personne humaine qui est censée fonder le droit absolu de chacun à disposer de son propre corps et celui pour des adultes consentants de s'engager dans un accord mutuel du moment qu'il n'a pas été extorqué, ne nuit pas à des tiers. Et c'est au nom de ces droits qu'on justifie l'euthanasie, le suicide assisté, les mères porteuses, même rémunérées, le travail sexuel et l'usage personnel de droits. Si de nombreux pays de l'Union européenne et hors de l'Union n'interdisent pas ces comportements individuels et ces accords mutuels, ce n'est pas par ignorance des conséquences ou aveuglement moral. C'est parce qu'on considère qu'ils ne portent nullement atteinte à la dignité de la personne humaine, qui est un concept qui est utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme. Le pire, c'est lorsque l'argument de la dignité humaine sert à nous interdire de faire ce que nous voulons de notre propre vie, même lorsque nous avons mûrement pesé notre décision et que, par nos actions, nous ne causons de tort à personne. C'est ce qui s'est passé pour le lancer nain en France, qui a été interdit au nom de la dignité humaine. Enfin, il a été interdit, c'est-à-dire qu'on a laissé à chaque commune le droit de décider si elle interdisait ou pas d'obligation universelle. Enfin, il y avait l'argument de la dignité humaine, et aussi celle de l'ordre public, qui est aussi un concept dans lequel, enfin, je ne vais pas faire l'analyse évidemment. Et pourtant, Wackenheim, la personne de petite taille qui pratiquait cette activité, était enfant d'une famille de gens de cirque, et il revendiquait son choix en prétendant que c'était un choix finalement artistique et que de toute façon, il n'avait absolument aucune autre possibilité de trouver un travail en Moselle là où il résidait. Dans ce genre d'argument, dans ce genre d'affaires, l'argument de la dignité humaine est purement paternaliste. Il est basé sur l'idée que certains savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Au fond, pas plus que l'idée de simple moyen, Kant nous propose des critères d'application suffisamment clairs au principe de dignité, et s'ensuit qu'il n'est souvent rien de plus qu'un slogan sans portée spécifique. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le débat public sur la marchandisation se déroule dans la plus grande confusion. Pensez aux arguments en faveur du contrôle de la diffusion des œuvres sur Internet. Parmi ceux qui défendent un contrôle légal avec des sanctions pénales sérieuses pour les contrevenants, certains le font au nom de la guerre contre l'ordre marchand qui dominerait la planète. En même temps, ils trouvent parfaitement légitime que les artistes soient payés pour leurs œuvres au prix du marché au nom d'un droit d'auteur sain qui serait sacré et intangible. Bon, il y a peut-être une cohérence dans cette position, mais elle est difficile à saisir, en tout cas je la vois. En ce qui concerne la mise à la disposition d'autrui de parties de son corps, bras, poumons, de foie, et de produits de son corps, sans sperme, etc., de fonctions du corps, reproductif, sexuel, le refus d'envisager toute forme de rémunération par crainte de la marchandisation est souvent irréfléchi.
Il y a en effet beaucoup d'argent qui circule dans ces activités médicales. Par exemple, pour payer le personnel soignant et administratif, la maintenance des locaux, les instruments techniques, etc. Personne ne semble penser que c'est une expression ignoble de la marchandisation du monde. Le seul qui n'aurait pas le droit moral d'être payé ou compensé pour sa participation au processus thérapeutique serait le donneur. Mais pourquoi? Cette exclusion ne pose pas de problème si elle correspond à sa volonté. Mais si le donneur estime qu'il devrait être rétribué, pourquoi serait-il interdit de satisfaire? On ne peut pas se contenter de dire qu'il ne mérite aucune rémunération parce que, à la différence des médecins, par exemple, lui ne travaille pas. Il se met sur le lit, on lui enlève son bras, il ne fait rien, pourquoi le payer? En effet, il pourrait répondre qu'en vendant un vieux canapé dont il serait propriétaire, il ne travaillerait pas plus qu'en donnant un rein ou du sperme. En fait, il travaillerait moins que s'il donne du sperme. Et pourtant, personne ne trouverait injuste qu'il soit payé pour cette transaction. Si on lui rétorque que sa comparaison ne vaut rien parce qu'il n'est pas propriétaire de son corps et de ses éléments, parce que son corps et ses éléments ne sont pas des choses à vendre ou acheter, il pourra objecter que c'est précisément ce qu'il faudrait prouver. Une autre question est celle de savoir si en acceptant une rémunération, le donneur a mis le caractère supposé altruiste de son geste. Elle n'a pas de réponse évidente. Personne ne semble penser que le médecin qui se fait payer est purement vénal, l'enseignant par exemple, et que son métier n'a aucun caractère altruiste. Pourquoi faudrait-il juger que le caractère altruiste du geste du donneur d'organes serait complètement annulé s'il recevait une rétribution financière? On part souvent du constat qu'il existe une pénurie d'organes à greffer pour se demander si, en prenant une certaine liberté à l'égard des grands principes et à l'aide d'incitations financières aux donneurs vivants potentiels, on ne pourrait pas y remédier en partie au moins. Mais dans nos sociétés, il semble bien que les gens acceptent plus facilement les prélèvements d'organes sur les personnes vivantes lorsqu'ils sont gratuits. Les chercheurs, fascinés par le modèle économique du calcul des coûts et des bénéfices, expliquent ce penchant pour la gratuité en supposant que la satisfaction des donneurs d'avoir accompli un acte désintéressé peut être supérieure aux sommes qu'ils pourraient recevoir si cet acte était rémunéré. D'autres chercheurs qui réfusent ce modèle économiste aboutissent cependant à la même conclusion. Ils soutiennent que l'adhésion des agents à certaines normes et à certaines valeurs exclut tellement de leur esprit la pensée que ces actions pourraient être rémunérées qu'ils ne veulent même pas envisager cette perspective ou qu'ils ne l'envisagent qu'avec le plus grand dégoût. Ils refuseraient de se faire prélever un organe pour de l'argent, mais pourraient accepter de le faire gratuitement par altruisme. Donc assez paradoxalement, les arguments d'utilité ou d'efficacité parlent plus en faveur du don et de la gratuité que de la rétribution financière. Et c'est bien pourquoi aussi la défense de la rétribution du prélèvement d'organes ne peut pas être fondée uniquement sur des idées d'utilité et d'efficacité, c'est-à-dire pour collecter plus d'organes si on paye. L'hypothèse normative la plus intéressante, à mon avis, c'est que la rétribution doit être préférée à la gratuité, non pour des raisons pratiques, pour des raisons d'utilité, parce qu'elle est plus efficace pour collecter des organes, mais parce qu'elle rend le transfert d'organes plus acceptable moralement. Bon, évidemment, vous allez trouver que l'hypothèse est absurde. Comment une sorte de marché, même régulé par l'État, où chacun pourrait vendre et acheter des organes, pourrait être plus acceptable moralement qu'un système fondé sur le don, la gratuité, l'altruisme et la solidarité. L'altruisme et la solidarité ne sont-ils pas nécessairement des biens? Bon, là aussi, il faudrait faire introduire des modulations, parce que l'altruisme à l'égard d'un groupe de mafieux n'a pas nécessairement de valeur morale. Si on aide juste, par exemple, l'altruisme raciste, on n'aide que les blancs, par exemple, c'est aussi un altruisme répugnant moralement. Donc l'altruisme, pour avoir une certaine valeur, doit être aussi considéré comme universel. Donc je laisse les choses en l'état, c'est-à-dire que l'altruisme est considéré comme un bien, en dépit de ses objections, mais la solidarité aussi, à laquelle on peut faire exactement les mêmes objections, c'est-à-dire on peut être solidaire avec un gang, et c'est pas pour ça que ça a une valeur morale. On peut se sacrifier pour une collectivité horrible, comme celle des nazis, c'est pas pour ça que ça a une valeur morale. Pourtant, il y a des raisons de penser que le système de prélèvement et de rétribution des organes actuel, fondé sur le don, la gratuité et la solidarité, et l'altruisme personnalisé est finalement moins moral qu'un système anonyme, donc c'est ce que je vais essayer de prouver. Dans le dispositif légal présent en France, le transfert d'organes, j'anticipe un peu sur ce que Vanessa va dire, d'ailleurs je ne sais pas très bien où elle en est de ce point de vue,
Mais je vais essayer de montrer que le transfert d'organes entre vivants il ne serait pas temporairement rétribué. Donc pour l'instant, il n'est pas rétribué, il est permis qu'entre parents, dans le cercle de la famille élargi cependant. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir d'une personne vivante un organe si c'est évidemment frère, sœur, parents, mais aussi les cousins, les grands-parents, etc. Et depuis le droit récent, le receveur potentiel peut aussi recevoir un organe de personnes avec qui il entretient des relations affectives fortes et de longue durée, comme concubinage, monogamy, etc. Donc, en résumé, le don d'organes est à la fois gratuit et personnalisé. Aucun des avantages présumés de ce dispositif n'est évident. Premièrement, le dispositif est supposé empêcher toute dérive marchande, toute commercialisation de parties du corps humain. Pourquoi? Est-il complètement exclu qu'il y ait des dérives mercantiles au sein de la famille? Imaginez par exemple que j'accepte de me faire prélever un rein à profit de mon nom, à condition de figurer sur son testament pour un règle en argent. Ne serait-ce pas une dérive mercantile? Et pourquoi faudrait-il à l'inverse être sur la possibilité que des gens se rendent de façon anonyme et altruiste pour un prélèvement, donc sans faire partie de la famille ou des gens proches, des personnes avec qui receveur potentiel a eu des relations affectives de longue durée. Deuxièmement, on peut recevoir des greffons d'une personne vivante, donc si elle appartient à ce cercle proche et aux personnes avec lesquelles le receveur potentiel entretient des relations affectives. Mais que doivent faire ceux qui n'ont pas une famille large? Parce que ce n'est pas une source d'injustice, il y a des gens qui ont une famille dans laquelle ils vont trouver même quelqu'un qui est compatible et d'autres qui n'en ont pas. De la même façon, certains ont la même chance de ne pas avoir beaucoup d'amis ou aussi n'ont pas réussi à entretenir des relations suffisamment longue durée, on risque plutôt de les laisser à la fin de la liste, cela. Donc il y a probablement une forme d'injustice dans ces critères. Troisièmement, il est pratiquement impossible de refuser de donner un organe à un proche en cas de nécessité, ce qui fait que le don est toujours plus ou moins forcé. Si on estime que, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Conte de Noël, de l'Armée des Péchins, on voit bien, disons, la tempête sous le crâne de celui qui doit donner un organe à sa mère qu'il déteste. Mais si on estime que ce qui compte par-dessus tout du point de vue moral, c'est le respect du droit de chacun de choisir librement ce qu'il fera de sa propre vie, de son propre corps, un dispositif payant et anonyme ne serait-il pas plus moral que ce système de don forcé? Donc, par exemple, c'est ce qu'un libertarien qui croit à la pleine propriété de soi-même pourrait objecter. Là, je me permets de préciser que libertarien ne signifie pas libéral au sens économique du terme, mais donc quelqu'un dont le concept central est celui de la pleine propriété de soi-même, mais selon les versions, ça n'inclut pas la propriété privée, par exemple, d'une production ou d'autres choses de ce genre qui sont génératrices d'injustice. Quatrièmement, un marché des organes régulé par l'État, où chacun pourrait vendre et acheter des organes, pourrait permettre de casser le marché noir existant, de la même façon qu'un marché libre de la drogue pourrait permettre d'éliminer tout le système criminel qui s'est installé autour de la circulation des stupéfiants, ce qui serait un avantage moral. Si on estime que ce qui compte, surtout du point de vue moral, est de faire en sorte qu'il y ait le moins de souffrance possible dans le monde, les marchés libres d'organes pourraient avoir une certaine valeur morale parce qu'ils diminueraient la quantité de souffrance en univers. C'est du moins ce qu'un utilitariste pourrait conclure, car ce qui compte pour lui du point de vue moral, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait plus de bien-être et de souffrance dans le monde en général. Bref, dans une perspective libertarienne qui exclut toutes les formes de contraintes sur l'usage de notre propre corps du moment que nous ne causons pas de tort aux autres, le dispositif présent du don d'organes entre vivants, fondé sur un transfert personnalisé plus ou moins forcé et moralement contestable. Par ailleurs, dans une perspective utilitariste, l'action juste est celle qui contribue à créer le plus de bien-être dans l'univers. Les marchés d'organes anonymes et rétribués, s'ils étaient régulés, pourraient avoir une certaine valeur morale dans la mesure où ils permettraient d'éliminer les torts causés par les marchés sauvages existants. Au total, la moralité du dispositif présent du don d'organes entre vivants, dont tout le monde est très fier en France, est loin d'être établi. Il existe certainement un préjugé moral en faveur du don, qui serait du côté du bien, de l'altruisme, et défavorable à l'échange contre de l'argent, qui serait du côté de l'intérêt égoïste et donc humain. C'est un préjugé tenace pour tous les usages du corps. Pensez aux relations sexuelles. Pour de nombreux philosophes, elles sont jugées bonnes quand elles sont gratuites et mauvaises quand elles sont payantes. On va le voir encore un débat à l'Assemblée, enfin,
va avoir lieu maintenant, dont l'objet est la pénalisation des clients de prostituées. Il est pourtant évident que la gratuité ne garantit pas la bonté. Les relations sexuelles gratuites, violentes, injustes, moralement répugnantes ne manquent pas, hélas. Par contraste, rien n'interdit de penser que certaines relations sexuelles paysannes pourraient être justes et moralement satisfaisantes, lorsque par exemple les termes sont clairement acceptés par les deux parties, sans menace, conflit, violence ou abus de pouvoir. Bref, contrairement à ce que certains philosophes et non-philosophes veulent faire croire, en matière sexuelle, la gratuité n'implique pas le bien et la rétribution n'implique pas le mal. De la même manière qu'il va y avoir des dons d'organes entre personnes vivantes moralement contestables, parce qu'ils sont produits de pression de l'entourage sur le donneur, parce qu'ils laissent au receveur une dette à vie impossible à effacer, et il peut y avoir des transferts d'organes rétribués qui sont moralement acceptables, parce qu'ils ne laissent aucune dette à vie, parce qu'ils sont plus librement consentis. Bon, maintenant, je crois qu'à ce moment de l'exposé, on peut revenir à un vocabulaire un peu plus neutre philosophiquement que marchandisation et parler simplement de non-commercialisation du corps humain et de dérive mercantile pour dire la même chose, c'est le terme souvent utilisé. La commercialisation du corps humain est inanimement rejetée, je le disais au début, il serait absurde de nier qu'elle est choquante pour la plupart des gens. Mais ce qui est choquant n'est pas nécessairement moral. Voilà aussi une opposition qui est importante pour moi. On peut juger qu'il est choquant ou offensant de nettoyer les toilettes avec le drapeau national de blanc rouge. De se masturber dans un poulet congelé. On peut juger qu'il est choquant. Enfin, il y a pas d'autres choses qui peuvent être choquantes, comme par exemple le plug anal qu'avait instruit Paul McCarthy en automne était jugé choquant par nous. Est-ce qu'il était immoral de construire Place Vendôme cette œuvre d'art? La commercialisation du corps humain choque, c'est d'accord. Mais est-ce qu'elle est immorale? C'est une autre question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est assez difficile de trouver une justification morale non controversée à l'interdiction absolue du commerce de parties des produits des fonctions du corps humain. Les kantiens orthodoxes ont proposé une, mais elle n'est pas cohérente et elle reste controversée. Les libertariens et les utilitaristes sont loin de l'accepter, comme j'ai essayé de le montrer. Tout ce qui précède, il me semble qu'on peut raisonnablement conclure que si la commercialisation du corps humain peut être publiquement dénoncée, avec l'assentiment de la plupart des gens, ce n'est pas parce qu'elle contredit des normes morales universelles, mais parce qu'elle transgresse des normes sociales assez largement acceptées. En insistant sur le fait que les normes et règles de commerce du corps dans nos sociétés sont plutôt sociales que morales, je ne peux pas dire qu'elles n'ont aucune importance, ce qui serait absurde. Je ne peux pas dire non plus que ces normes sociales ont toutes la même valeur morale. Certaines normes sociales ne sont à l'origine d'aucun tort grave et évident, d'injustice insupportable, il n'y a aucune raison morale de les rejeter. Mais d'autres normes sociales créent ou renforcent l'injustice, la cruauté sociale, l'exploitation, la domination, et elles sont moralement condamnables de ce fait. Mais le problème le plus aigu finalement est politique. Il n'est pas que la dénonciation de la commercialisation du corps humain n'a pas de base morale solide, c'est que dans l'état présent du débat public, elle sert surtout à justifier l'exclusion de certaines innovations normatives dans les affaires familiales ou sexuelles, comme le montre son application sélective. Ainsi, on invoque la crainte de dérives mercantiles pour justifier le refus de légaliser la gestation pour autrui, en particulier pour les homosexuels, ou d'accorder aux femmes dites âgées et aux couples gays les droits d'accès à l'assistance médicale à la procréation, mais non pour interdire complètement le don d'organes entre vivants. Ce qui oriente les prises de position sélectives et répressives, en réalité, ce sont souvent des engagements politiques conservateurs, la volonté de protéger à tout prix la famille normale, c'est-à-dire jeune, féconde et hétérosexuelle. Ce que signifie craindre une dérive mercantile n'est rien d'autre chose, à mon avis, dans ce cas, que protection d'une certaine forme de normalité. De façon générale, l'argument de la marchandisation peut être utilisé pour condamner tout et n'importe quoi, comme son fondement supposé, l'argument de la dignité humaine. Lorsqu'il se répandait dans les médias comme porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre avait inventé une nouvelle raison de condamner la polygamie. C'est, disait-il, qu'elle a des fins essentiellement mercantiles. C'est pour toucher plus d'allocations familiales. Mais pourquoi on prend la même chose du système d'allocation familiale en général? Est-ce que la cupidité des parents est le seul motif pour faire un troisième enfant? Est-ce qu'il ne serait pas absurde de dire que le système de prestations sociales en argent plutôt qu'en nature
n'est pas un progrès, mais une expression abominable de la marchandisation qui a envahi les domaines les plus affectifs de l'existence humaine. Là, il faut faire attention à toute cette période paternaliste où on ne donnait pas d'argent aux personnes qui en manquaient, mais on leur donnait des bons pour s'acheter des chaussettes en laine l'hiver, pour leur éviter de dépenser tout l'argent, aux courses, à boire, etc. Donc ça, cet esprit paternaliste du XVIe siècle a peut-être un peu disparu, mais c'est une bonne chose. On donne maintenant des sommes d'argent, on envisage même, enfin sur les fonds de l'allocation universelle, d'étendre cette idée en donnant à chaque citoyen d'un État une somme, je crois, qui serait l'équivalent d'un peu moins du SMIC, pour commencer sa vie, qui serait évidemment déduite par la suite des impôts de ceux qui sont les plus riches. Enfin, qui seraient, excusez-moi, plutôt taxés par les plus riches. La cupidité des parents n'est pas le seul motif, et d'autre part, le système de prestation sociale en argent plutôt qu'en nature. Là aussi, c'est une idée que je trouve défendable et en tout cas qui nous arrache le paternalisme aussi. En fin de compte, l'argument de la marchandisation est politiquement trop sélectif pour ne pas être aussi sûr. On continue de se demander s'il est légitime de tirer profit de ses talents corporels dans le sport de compétition, par exemple. Dans ce domaine, comme dans celui du sexe d'ailleurs, le statut moral des professionnels reste toujours inférieur à celui des amateurs. Si vous êtes amateur sexuellement, c'est mieux moralement que si vous êtes professionnel. De la même façon, pendant très longtemps, les sportifs, s'ils étaient amateurs, avaient une supériorité morale sur les professionnels. On continue aussi, même dans les sociétés les plus libérales, de penser que l'État est habilité à intervenir par la menace et la force afin d'empêcher le commerce de son propre corps, de ses fonctions, de ses parties, de ses produits, comme si c'était une affaire qui ne pouvait absolument pas être laissée à la volonté de chacun. Les choix personnels dans ces domaines sont limités par un principe légal jugé supérieur et intangible, la non-patrimonialité du corps humain, ou en termes non techniques, la non-commercialisation du corps humain. J'ai seulement essayé de montrer que ce principe n'avait pas de base éthique incontestable, tout en reconnaissant bien sûr que c'est une convention sociale très importante à nos yeux. En effet, certaines conventions sociales qui n'ont rien spécialement moral peuvent avoir pour la plupart des gens une importance considérable. Je pense en particulier à l'interdit de l'inceste. C'est un interdit qui est universel, qui pour moi n'a aucune base morale s'il s'agit d'adultes consentants. Maintenant, dire que ce n'est pas un acte qui choque, ça serait tellement ridicule. Dire que ce n'est pas un acte qui a aussi des justifications sociales, comme les discours, par exemple, disait, ouvrir le dos aux autres, faire une société plus grave, ça serait absurde aussi. Donc, du point de vue social, on peut comprendre les justifications sociales. L'interdit de l'inceste, mais dire qu'il a une base morale, pour moi, est injustifié. Bon, est-ce que c'est une erreur de pensée, ce que je dis? Bon, peut-être. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si les principes moraux, en général, devraient avoir toujours une priorité sur les autres. C'est une question à laquelle on ne peut pas dire qu'il existe une réponse claire et controversée. C'est-à-dire que certainement la morale a de l'importance, mais il n'est pas évident que les conventions sociales n'en aient pas une supérieure dans certains domaines. Voilà. Merci beaucoup, Vélogien, pour cette conférence extrêmement claire et fournissant de positions tranchées, et d'ailleurs très intéressantes, c'est pour ça que vous avez pleinement... J'ai repris mon contrat, voilà. C'est causé tort à des tiers. Voilà, pleinement rempli mon contrat, et j'en suis ravi, tout en vous disant que je suis en désaccord sur tout. Pas sur un point, sur tout. Sur tout. Alors, de quelques petits commentaires, avant de ces accords publics, vous avez une position qui est quand même étrange, et particulièrement étrange. C'est de tout temps, chacun s'en est aperçu, critiquant la dimension morale, en tant que questionnement relatif, car revient à la société, vous ne vous situez que du point de vue moral. Vous ne vous situez que du point de vue moral. Tout en dénonçant la morale, vous vous situez du point de vue moral.
C'est-à-dire que vous prenez les phénomènes comme s'il y avait des individus libres et concentrés, ici, l'un face à l'autre, sans enraciner toutes ces problématiques du type la prostitution, la vente d'organes, etc., dans le contexte où ils s'opèrent, dans les cas précis où cela a lieu. Pour vous situer au point de vue moral, vous dites que la morale, finalement, ça n'est que des conventions sociales. Et les conventions sociales, je finis que des normes sociales. Les normes sociales sont différentes dans différentes sociétés, d'ailleurs personne n'est d'accord sur elles, et donc ça n'a pas de fondement moral. Mais en même temps, vous ne parlez que du point de vue de la morale. Vous n'analysez pas la réalité des phénomènes et des structures de pouvoir et des logiques économiques qui sont centrales là-dedans. L'individu libre et consentant, moi je ne sais pas ce que c'est. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas une entité pour moi, et c'est une entité beaucoup plus difficile à comprendre que la dignité humaine sous laquelle je pourrais revenir. Maintenant, votre éthique minimale, vous savez ce que c'est votre éthique minimale? Votre éthique... Non, absolument pas. Non, j'ai dit tout bien, je pensais que votre position qui présente en effet... Non, vous savez ce que c'est que l'éthique minimale? L'éthique minimale, c'est l'éthique du libéralisme, c'est l'éthique du capitalisme. C'est l'éthique qui laisse libre cours à toutes les procédures possibles et imaginables, qui ne met d'entrave à rien. Effectivement, elle est utilitariste et libertarienne, comme vous l'avez dit vous-même, ça n'est pas pour rien. Qui ne met d'entrave à rien. Les seules normes éthiques et juridiques qui mettent, et encore maladroitement, des normes et empêchent une dérive totale et une marchandisation totale, non seulement du corps, mais de tout ce qui, et comme ça a lieu d'ailleurs largement, vous les supprimez. Vous êtes en quelque sorte le libre-échangiste en éthique. Voilà, le libre-échangiste en éthique, là partout généralisé, pour qui veut y participer. Donc c'est ça, mais et en plus, et la recommandation de le faire, parce qu'on montre par là qu'on est indépendant des normes morales. Je trouve un peu, vraiment léger, c'est moi que je puis dire, cette façon dont vous avez récupéré la notion de travailleur du sexe. Je suis désolé. La sexualité, c'est pas un travail. Le travailleur du sexe, c'est une façon de faire comme si la sexualité, le rapport sexuel qui engage un être dans sa totalité, même s'il est occasionnel, qui l'engage comme être, comme femme ou comme homme, dans des rapports divers. Vous en faites comme si c'était une activité de labeur. Je vais le matin travailler, le soir je sors, c'est pareil. Là, la sexualité, c'est pareil. Je sors, et puis voilà, c'est bon. Et puis on me donne mon argent. Non, dans le travail, je ne m'engage pas totalement. J'engage un certain type d'activité, et uniquement ce type d'activité, pas une autre. Tandis que dans la sexualité, je m'engage moi, dans la totalité de mon être. Bien sûr, certains peuvent faire comme si ce n'était pas le cas, se tromper, etc. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, la sexualité n'a rien d'un travail, ça n'est pas un travail. Parler de travailleurs du sexe est une façon de défigurer la réalité de cela. Alors, vous avez comparé, dans certaines époques, il y a des interdits, à d'autres époques, il y a les interdits changent. Alors, vous avez parlé du chanteur d'opéra au Moyen-Âge et du professeur, mais je vous signale que les mêmes normes peuvent revenir aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, on avait pensé, avec l'open access, de dire aux professeurs d'université de ne pas publier chez les écoles privées et de ne pas recevoir rémunération parce que leur activité n'a été faite avec l'argent public. Donc, ce n'est pas des choses qui peuvent pas revenir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, la sexualité ou autre chose. Ça n'a rien à voir. J'ajoute encore un mot que je mettais. Un seul. Vous prétendez que la dignité de l'homme n'a pas de contenu ou précis. D'ailleurs, vous prenez comme critère de la validité des normes morales l'unanimité. Mais vous n'aurez jamais l'universalité. L'universalité. C'est complètement différent. Mais bien sûr, l'universalité. Mais alors l'universalité, elle est seulement rationnelle. Et moi, je peux vous donner des normes rationnelles, des principes rationnels qui ne sont pas reconnus par tous, mais qui sont universels, c'est-à-dire qu'ils devraient en principe être reconnus par un être raisonnable en général. Mais qu'est-ce que c'est ne pas faire de mal à autrui? Mais si je connais vos critères, les gens autour de vous,
ils perçoivent ce qui leur nuit de manière extrêmement difficile, extrêmement différente. Par exemple, vous direz, insulter quelqu'un, c'est lui nuire. Mais vous avez quelqu'un qui va vous dire, mais non, mais pas du tout, on a l'habitude de se parler comme ça, il m'insulte, mais moi je ne me sens pas du tout. Donc, votre prétendu critère, ne pas faire le mal à autrui, est un critère totalement invalide, totalement relatif. Et donc, il ne peut en aucun cas constituer une sorte de socle d'une morale minimale qui n'existe pas d'ailleurs, puisqu'il est le libre champ donné à toute forme de marchandisation capitaliste. Merci, je vous remercie. Alors moi, je vais retourner le compliment que vous m'avez fait si gentiment au début. Vous avez dit exactement ce que je vais vous retourner le compliment que vous m'avez fait si gentiment au début. Vous avez dit ce que j'attendais, mais je suis en désaccord avec tout. Mais en fait, je ne suis pas en désaccord du point de vue des arguments, mais votre interprétation que vous avez donnée de ma position, qui est absolument pas capitaliste, lié au libéralisme économique, et je vais essayer en quelques minutes d'expliquer pourquoi. Mais je vais d'abord revenir sur quelques points. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas pro. Non, mais il est possible que vous dites. Moi, ça. Non, j'accepte qu'on puisse discuter des arguments, pas des intentions. Écoutez, d'abord, je vais reprendre le principe central, évidemment, de mon éthique minimale, c'est ne pas nuire aux autres. Mais c'est un principe très ancien qui est extrêmement ambigu, comme vous le dites très bien. Ce qui m'a intéressé, ma contribution, si vous voulez, à ce principe qui existe depuis le serment d'Hippocrate, par exemple, avant, ce sont les implications logiques de ce principe. C'est sur ça que j'ai écrit toujours. Si ce qui compte, c'est de ne pas nuire aux autres, alors le mal qu'on se fait à soi-même n'a pas d'importance morale, et les vertus personnelles sont des conventions sociales et pas des activités morales. Donc, le plus important pour moi, ça a été de nier l'idée que nous avions des devoirs moraux à l'égard de nous-mêmes, comme Kant essaye de le dire. Donc, si vous voulez, jusqu'à présent, ce slogan de ne pas nuire à autrui avec toutes ces ambiguïtés, je reconnais très bien, mais vous savez qu'est-ce qu'on fait en philosophie? On essaye simplement de proposer quelque chose en mesure du possible qui soit original et argumenté, en sachant très bien qu'on n'aura pas le dernier mot, il n'y a pas de dernier mot en philosophie, et certainement pas quand je propose un principe aussi vague que ce principe. Mais ce que je veux dire, c'est l'implication logique. Ce qui m'inquiète, ce qui me trouble, c'est que c'est un principe central de votre mais non, à chaque fois que j'écris, j'explique que ce qui est intéressant dans ce principe, ce sont ces implications logiques. Parce que des gens considèrent que ne pas nuire à autrui n'exclut pas le fait qu'il ne faut pas non plus se nuire à soi-même. C'est ça que j'exclus. Par exemple, je fais une différence fondamentale entre tuer quelqu'un et se suicider. Ça, c'est une différence qui est importante, de mentir aux autres et de mentir à soi-même. Je considère que se mentir à soi-même n'a aucune importance morale et que se suicider... Non, pourquoi? Se mentir à soi-même, soit ça n'a aucun sens. Dans ça, je croyais que vous disiez que mon argument était mauvais. Non, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important... Soit se mentir à soi-même n'a aucun sens, ou soit ça n'a aucun sens, puisque je ne peux pas me mentir à moi-même, soit... J'ai pensé à Kant, soit je suis Kant sur beaucoup de points, mais pas sur tous. Et le suicide. Et deuxièmement, il est vrai, de toute façon, ça se passe entièrement, que les dimensions éthiques ne naissent que du rapport aux autres. Parce que s'il n'y a pas de rapport aux autres, il n'y a pas de dimension éthique. D'accord, vous savez très bien que le rapport à soi, le souci de soi, repose sur une longue tradition en philosophie morale, et c'est celle que j'ai voulu combattre, plutôt que d'affirmer le principe. Non, je veux dire que... Donc si vous pouviez au moins... accepter ça serait... Non, je l'accepte pas. La deuxième chose, c'est que ne pas nuire à autrui est certainement vague, mais dans tous les livres que j'ai écrits, il inclut le refus de la domination, de l'exploitation, de la cruauté sociale. Comment vous pouvez appeler ça de l'humiliation? Est-ce que ça, c'est pas des formes de nuire à autrui? Évidemment que c'est pas. Donc je ne vois pas comment, à partir de ce genre de position, on peut arriver à défendre un capitalisme exploiteur qui porte atteinte à la dignité de tant de personnes. Le sadomasochisme, vous avez des gens qui sont masochistes, pourquoi vous dites qu'ils vont dire mais non, écoutez, excusez-moi, moi je prends mon plaisir là-dedans. Les sadomasochistes seront traités en temps utile, mais pour l'instant... C'est une opération facile pour éviter la
Non, le fait est que le pas nuire à autrui, ça exclut toute cette liste dans le livre L'État quantique meilleur. J'ai insisté, j'ai repris la théorie de non-domination de Philippe Petit. Oh là là, quelle horreur, quelle bêtise. Parce que ça. D'accord, c'était très bien. Alors, en tous les cas, le concept de non-domination et celui de liberté négative et centrale, donc, même la théorie est physique ensemble, évidemment, la philosophie, elle n'est pas répétitive, simplement un principe de non-puissance sur le la non-domination, je vous réponds. Vous avez tout le temps que vous voulez, même si vous devez la conseiller en tête. Non-domination. Voilà, prenons ce cas de Petit, puisque vous l'avez expliqué. C'est une conception de la domination, une archaïque de la domination, très limitée de la domination. La domination telle que la conçoit Petit est une domination personnelle. C'est celle du maître par rapport à l'esclave ou d'une personne qui est dominante, généralement par exemple à l'égard de ses ouvriers, etc. Avec la figure complémentaire que le dominant n'est pas seulement un maître cruel, il peut être aussi bienveillant, et donc c'est simplement cette relation qui fait que toujours est possible un acte violent, même si c'est ça. Alors attendez, mais la domination c'est comme ça. Vous avez des dominations impersonnelles, des dominations de maître impersonnelles, des dominations anonymes dont il n'a même pas l'idée. Donc, il critique soi-disant les libéraux, mais il ne va pas aller voir chez John Stuart Mill la manière dont il explique qu'il y a des dominations impersonnelles et que les dominations impersonnelles, les dominations systématiques sont beaucoup plus puissantes, et en tout cas aujourd'hui beaucoup plus puissantes que les dominations personnelles qui apparaissent aujourd'hui dans les États démocratiques comme des archaïsmes, comme des choses à combattre, qui existent encore. Vous avez raison pour la première partie du livre, mais toute la deuxième partie du livre de Philippe Petit est consacrée au problème institutionnel que vous soulevez. Il n'est pas éloigné de vos positions. D'ailleurs, il était le conseiller de Jacques Interro, qui était extrêmement conscient de ses forces impersonnelles. Il n'a pas réduit. Il y a deux parties très claires dans son livre. Et moi, je fais d'autres objections à ce concept de non-domination. Je pense qu'il aurait dû se contenter de reposer sur la liberté négative, c'est-à-dire que personne n'interfère dans nos existences. Et il a une certaine notion où l'État peut interférer dans le sens de nos meilleurs intérêts, qui est pour moi paternaliste. Donc je considère qu'il aurait pu se passer de cette partie-là, qui défend d'ailleurs pas très bien. Attendez, il combat la liberté négative, il combat la liberté négative. Non, en fait, mais comment? Oui, non, il combat la liberté négative. C'est-à-dire que la liberté non, il la combat comme le concept libéral de la liberté. Le concept libéral de la liberté, c'est la liberté négative, c'est-à-dire le fait de ne pas rencontrer d'obstacles extérieurs à sa propre action. Ça, c'est le concept. Et il prétend promouvoir le concept de liberté positive, c'est-à-dire le fait que l'État. Oui, non, mais attends, soi-disant, il a trouvé une troisième point, d'accord. Il prétend, accordons-lui, ça c'est pas vrai. Il prétend que, par exemple, il peut y avoir des interventions extérieures de l'État positives, l'application de la loi, donc il y a une défense de l'objection pour bon, je vais laisser peut-être, je voudrais plutôt revenir sur ce que j'ai présenté, alors ce que je n'ai pas compris, donc je vais poser des questions. Vous dites, si j'ai bien compris, que je me situe toujours d'un point de vue moral. Alors, pour moi, point de vue moral, c'est un terme extrêmement général que j'utilise jamais dans un sens vide. C'est-à-dire que moi, moral fait référence à des théories, c'est pour ça que j'ai cité celle du Kant, celle des utilitaristes, celle des libertariens. Donc il y a un certain contenu qui peut être limité. Je n'ai pas de phraséologie, de grande éloquence sur la morale, mais je fais référence à certaines théories. Et si aucune des théories de la vertu aristotélicienne, de théorie du pouvoir kantien, de l'utilitarisme n'est en mesure de fournir une base à un certain principe, alors je considère qu'elle n'a pas de fondement moral. Évidemment, c'est parfaitement critiquable. Et vous dites que je me situe d'un point de vue moral, sans préciser cela, alors que je ne parle que de convention sociale. Et là, je suis obligé de vous dire que de normes sociales, c'est inexact. Tout mon livre, L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la volonté humaine, est construit. Mais oui, et d'autres l'ont lu à cause du titre, ils n'ont lu que le titre. Voilà, d'accord. Et en fait, vous devriez. Parce qu'en fait, j'essaie de montrer que.
Oui, peut-être c'est plus important. Enfin, ce qui est plus intéressant, c'est la morale, bien sûr. S'il y a bien quelque chose à quoi je tiens, c'est à distinguer les conventions sociales des normes morales. Alors, l'exemple que j'utilise et que j'analyse sont les enquêtes qui ont été faites sur les enfants juifs à qui on demande pourquoi est-ce que tu portes la kippa, par exemple, pourquoi tu manges kasher. Ils disent parce que mon rabbin a dit, parce que c'est écrit dans la Bible, etc. Et si ton rabbin disait que finalement ça a changé, il y a un principe, etc. Et donc on n'a pas besoin de porter la kippa, et puis finalement, dans l'état de famille dans lequel nous nous trouvons, on peut manger des crustacés, etc. On a dit, bon, dans ce cas-là, je suivrai ce que dit mon rabbin. Puis on lui demande ensuite, après un petit temps de latence, comme toujours dans les expériences de psychologie, de ce genre, on lui demande pourquoi il ne faut pas voler. Parce que c'est un des commandements, on ne vole pas. Et si ton rabbin disait que finalement on a changé ça, on a le droit de dire les fils rabbins, où le rabbin est obligé lui-même de souscrire à ce principe. Il y a une différence vraiment très grande dans le sens où les conventions sociales, elles sont pour moi. Par exemple, je peux dire, moi je peux porter la kippa, mais les autres ne sont pas obligés de le porter. Tandis que ne pas voler, c'est quelque chose qui est universalisable en principe. Alors j'ai toujours tenu à bien affirmer cette différence et elle est à la base de mon travail. Donc quand vous me dites que je confonds les conventions sociales et la morale, alors que je définis la morale par des théories et je distingue complètement des conventions sociales, c'est bien gentil de votre part de donner une autre théorie que celle que j'ai, c'est bien d'en avoir d'autres études, mais c'est pas celle que je dis. C'est pas ce que j'ai dit. Alors dites-moi qu'est-ce que c'est. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que vous situez d'un point de vue moral, et je n'entends pas, moi, la morale du point de vue de l'accumulation des théories de l'un, de l'autre, du troisième. Je sais, c'est dommage. Non, mais si vous voulez que je vous expose Aristote et Descartes, je le vais tout de suite. Hein. Non, mais pour moi, la morale, c'est pas simplement vous exposer d'Aristote et Descartes, c'est prendre la dimension. Moi, ça me donne. Oui, là, vous allez vers une espèce d'essentialisme, alors que nous intéresser aux théories morales, c'est de montrer la diversité de la pensée morale. Il y a une diversité de la pensée morale, mais peut-être qu'on va laisser la parole. Il n'en reste pas moins qu'il y a une dimension de la morale dans laquelle s'inscrit de manière contradictoire ou convergente Aristote, John Stuart Mill. Ça, il faudrait le voir. Voilà, donc la morale pour moi n'est pas l'accumulation des théories morales. C'est pas l'accumulation, la diversité des théories morales. Ni la diversité des théories morales. En philosophie, oui. Et donc, en philosophie, surtout en philosophie. C'est aussi que je disais que la politique, ça n'est que Aristote, Platon, Aristote, Saint Thomas. Sur la cour de philo, ça confirme. Ah non, c'est un mauvais cours de philo. Pas le mien. Par rapport à la réalité de ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit comme reportage, pour les mères porteuses en Thaïlande ou en Inde, en fait, je ne suis pas sûre que les femmes à qui on impose ça soient vraiment libres de choisir. Et elles sont mises comme en rang serré, plus ou moins serré. Interdiction de voir leur famille au départ, elles avaient le droit de faire des allées venues, maintenant elles sont comme emprisonnées. Je ne suis pas sûre, peut-être qu'elles ont plus le droit de manger et boire ce qu'il faudrait, mais sur le plan affectif et émotionnel, je ne sais pas ce que ça donne après comme bébé. Donc entre la gentille américaine ou la gentille voisine ou amie qui va donner prêter, ça n'a rien à voir avec le commerce et les intermédiaires qui en ont fait. Et juste pour dire quelque chose à M. Zarka, un domaine que je ne connais pas personnellement, mais il y a eu pas mal d'interviews à la radio et qu'en fait, apparemment, les prostituées refusent une chose, c'est d'embrasser leurs clients. Elles le réservent à leur vrai compagnon. Il y a un nombre de témoignages assez important là-dessus, parce que vous dites, c'est pas pareil que. C'est pas un engagement complet. C'est différent, quoi. C'est pas du travail. C'est juste, j'apporte ni d'un côté ni de l'autre, c'est juste pour signaler que c'est de façon répétée que ces femmes-là témoignent d'une différence d'investissement corporel et affectif et mental. Évidemment, là, il est trop tard pour engager une discussion sur la gestation pour autrui et le travail sexuel, d'autant que c'est un sujet qui avait été évoqué et sur lequel j'ai écrit un livre, Le corps et l'argent, pour essayer d'expliquer ma position. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'en philosophie, nous
nous avons la possibilité de faire des expériences de pensée, et ce sont elles qui sont intéressantes finalement très souvent. Et là, l'expérience de pensée que j'essaie de proposer à propos de la gestation pour autrui, ce n'est pas de faire le constat de ce qui se passe en Ukraine, en Inde, etc. Non, mais essayons juste un petit moment de nous dire, et si c'était gratuit, si c'était altruiste, est-ce que vous l'accepteriez? Et là, non. Sylvia Nagasinski, par exemple, serait contre, même dans les meilleures conditions, parce que ça serait se servir du corps de notre femme comme d'un four, dit-elle, l'instrumentaliser. Et comme je le disais tout au début, instrumentaliser quelqu'un ne signifie pas nécessairement le payer. D'autre part, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de métiers dans lesquels il y a des contraintes physiques, celui du sportif professionnel, sont pires encore que celles de la gestatrice pour autrui, et j'en sens bien. Donc si vous voulez essayer de faire cette expérience de pensée, et si c'était gratuit, est-ce que vous l'accepteriez? Généralement, les gens disent non, même si c'était gratuit. Et la comparaison qui me paraît la plus pertinente, pour montrer à quel point il y a quelque chose qui bloque dans la gestation pour autrui, probablement le fait que si les gays y avaient accès, ça serait un désastre, etc. De toute façon, tout ça, c'est le fait que le trafic d'organes est bien plus avéré dans le monde que la gestation pour autrui, rémunérée, fruit d'une exploitation, etc. Or, jamais jusqu'à présent, le fait que le trafic d'organes soit à ce point développé dans le monde n'a incité qui que ce soit à demander que le don d'organes soit interdit en France. Alors que c'est la même chose pour la gestation pour autrui, on pourrait dire que c'est interdit quand c'est rémunéré, mais acceptable pour des raisons qui tiennent à la fois à la libre disposition du corps, la compensation d'un handicap naturel pour les femmes qui n'ont pas d'utérus, et donc c'est un acte de solidarité et de la valeur des contrats de mutuelles, dans la mesure où ils sont extorqués, sous la menace, la force, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi des arguments philosophiques et moraux en faveur de la GPA. Ce n'est pas simplement une forme de barbarie comme essaye de, comme le prétend Sylvia Nagasinski, entre tant d'autres. Et donc, je vous invite juste à faire cette comparaison avec don d'organes, trafic d'organes, et à faire cette expérience de pensée, et si c'était génial. C'est tout. Bien, attendez, s'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi, c'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. Je vous la donnerai juste après. Est-ce qu'il faut parler de la tierce personne qui est concernée dans l'affaire? Alors, Paul, s'il te plaît. Excusez-moi, tierce personne, c'est la gestatrice ou... Non, mais j'ai pas compris. Paul Atlan, je suis un praticien justement de l'assistance médicale à la procréation. Et d'emblée, je vous le dis, j'ai signé des pétitions contre la GPA. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais vous dire que, pardon, mais vous faites des confusions. Vous faites des confusions de nature. J'ai lu, dans mes cours aussi, je vous cite, à propos des normes, il y a 3 sens, l'impératif prescriptif, je ne vais pas vous apprendre. Alors, je voudrais que vous vous situiez par votre définition même des normes dans ce domaine-là. Deuxièmement, vous faites une confusion de nature à propos du don d'organes et du trafic d'organes, comme si c'était la même chose. Mais non, je viens de dire le contraire. Justement, si ça n'est pas la même chose, on peut être pour le don d'organes et être contre le trafic d'organes. De la même façon, on peut être contre la gestation. Non, mais j'y arrive. Pourquoi? Non, j'y arrive. C'est parce qu'il y a une différence de nature, c'est que la gestation pour autrui ne dure pas un moment, ça dure 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il y a des choses qui se passent et il y a une aliénation de la mère porteuse qui est que chaque jour, elle doit, et ça n'est pas pareil que le sportif amateur ou professionnel, non, ce qui m'a choqué d'ailleurs, une telle comparaison tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Mais je veux parler de ce que je connais. Et donc je vous dis que cette différence de nature, c'est un esclavage de 9 mois. Ça n'a rien à voir avec tous les dons d'organes, avec tous les dons de gamètes, etc. Donc j'aimerais que vous précisiez votre... Je vais juste vous dire une chose. Tout ça est vrai, il y a des risques énormes, enfin plus importants que dans d'autres cas, dans la GPA. Mais cessez d'être paternaliste. En fait, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut le gêner. Cessez d'être paternaliste, c'est à la femme de décider si elle veut souffrir pendant 9 mois. Par exemple, elle sait, excusez-moi, si il y a toutes sortes d'arguments disant que pendant les 9 mois de la gestation, la mère s'attache à l'enfant, etc., ce qui n'est pas exactement tous les cas, il y a des risques médicaux, au moment de naissance. Mais c'est à elle de les évaluer, pas à vous, monsieur. Mais non, ce n'est pas à elle de les évaluer.
pardon, je me permets. Si, ce n'est pas elle seulement, puisqu'il y a celle qui décide. Alors, je vais vous donner l'exemple de l'avortement. couple Si vous regardez, je sais que vous n'aimez pas les comparaisons, etc. Mais les expériences de pensée, les comparaisons sont utiles parce que nous n'avons pas beaucoup d'instruments en philosophie morale. Vous voyez, on n'a pas c'est pas des mathématiques, c'est pas de la logique. Donc on raisonne avec des techniques qui nous sont particulières. Et là, si vous voulez, ces histoires, elles nous demandent quand même de réfléchir sur ce que signifie pour une personne de s'engager dans tel ou tel acte et de lui laisser la décision finale. C'est ce qui s'est fait pour le droit d'avorter. Le droit d'avorter, écoutez-moi, implique beaucoup de personnes. Le géniteur, le médecin qui doit pratiquer l'avortement aujourd'hui, la famille des proches et même l'État, comme en Roumanie où Ceausescu disait que c'était un don à la société et il avait une politique nataliste qui interdisait l'avortement. L'avortement, le droit d'avorter concerne beaucoup de personnes. Or, nous avons décidé que c'est à la femme que revient la décision finale. Jusqu'à la 12e semaine, pas au-delà, ce que je conteste aussi. Par exemple, une femme qui veut avorter après la 12e semaine et qui se rend devant le collège de praticiens qui veut décider, ne peut pas avorter si son enfant n'a qu'un bec de lièvre ou un membre manquant. Oui. Donc pour moi, ce sont des décisions arbitraires et paternalistes. C'est à la femme, c'est ce qu'on appelle le pratique, c'est à la femme que revient la décision finale. Même si le géniteur est en désaccord, même si la famille est en désaccord, et surtout même si l'État est en désaccord, c'est à elle que revient la décision, le dernier mot. Et je conçois le fait que c'est à la personne la plus directement concernée que revient le dernier mot, la même chose pour la gestatrice. Madame? Non, allez-y, je voulais... Non, mais vraiment, très rapidement. Oui, c'est très rapide. Je voulais juste revenir sur cette question de la GPA. Alors, je pense qu'il est important d'introduire la question du paternalisme, parce que effectivement, ça permet de compléter le point de vue. Simplement, là où j'ai une difficulté avec la GPA, c'est que la GPA ne concerne pas deux personnes, les parents d'un enfant et des femmes. Ça avait été décidé. Oui, mais concerne aussi l'enfant à naître. Et les parents d'intention. Pardon, excuse-moi, je t'interromps. On concerne aussi l'enfant à naître, et en fait, on sait qu'il y a des Tu dirais ça pour l'avortement, ça concerne aussi. Non, mais c'est un simple non, tu n'as pas ça pour l'avortement. Si, vous avez parlé d'enfant. Oui, non, mais je demande à elle. C'est différent parce que justement, l'enfant à naître lié avec l'histoire et la question, c'est de savoir comment on gère cette histoire. Et ça propose la question de savoir si on doit ou non traiter la porteuse seulement comme un moyen. Donc du coup, là, je trouve que ça s'intègre. Il me semble pas que la façon avec l'acquittement fonctionne là, puisque dans le cas d'une mère porteuse, le but, c'est pas d'avorter. Donc on est obligé de tenir compte du point de vue de l'enfant puisqu'il va arriver. Et ça, mais je pense que ça va dans le sens de ce qui a été dit. Non, mais je comprends que là, la situation est différente, mais c'est de la même façon que je distingue très fortement le trafic d'organes et d'organes. Mais je pose seulement la question de savoir pourquoi, dans un cas, on accepte le don et pas le trafic, ce qui est naturel, et dans le cas de la gestation, non. Là, est-ce que le fait que plusieurs personnes soient impliquées dans l'enfant à naître change les conditions de la décision? C'est ça la question. Voilà, c'est ça ma question. C'est ça la question. Je pense qu'il faut. Par contre, je pense que du coup, on ne peut pas le traiter de manière identique. Et mon problème, c'est comment est-ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on puisse demander son avis à l'enfant. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on fait au mieux avec cette donnée qu'on ne peut pas ignorer. En plus, en fait, il y a des processus de microchimérisme. Et on sait très bien que la relation entre la mère porteuse et l'enfant, voire les enfants à naître dans cette mère porteuse, peuvent avoir des échanges de cellules. C'est à eux de décider. Sur le plan, voilà, mais comment on fait? Il y a des parents alcooliques qui tabassent leurs enfants. Allez, mais ça, je sais bien. Non, ça y est, on va pas achever notre ami qui a déjà fait un effort énorme. On avait fait écrire et à dire ce qu'on avait à dire et pas remercier le mot. S'il vous plaît, on va prendre 5 minutes de pause parce que